Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 21, La princesse de Clèves, Madame de Lafayette. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Voilà une œuvre dont j'avais envie de parler depuis bien longtemps. Ce livre est l'un des plus grands classiques de la littérature française du XVIIe siècle, aux côtés de textes de Molière, Corneille ou encore La Bruyère. D'ailleurs, les puristes me diront peut-être qu'il y a une erreur dans le titre, ou en tout cas une incertitude. Je dois dire que vous avez raison, du moins partiellement. Parce que oui, quand ce livre est paru en 1678, aucun nom d'auteur n'apparaît aux côtés du titre. Madame de Lafayette n'a d'ailleurs jamais admis que c'était elle qui avait écrit le roman, et c'est par certains indices du texte, certaines similarités avec d'autres œuvres, et surtout grâce à un échange de lettres que l'on attribue ce chef-d'œuvre à l'écrivaine. On va partir du même principe dans cet épisode, mais comme ça, vous saurez qu'il y a déjà un débat sur la production du texte. Mais cette spécificité est loin d'être un cas rare, donc ce qui rend ce texte si spécial est à trouver ailleurs. Plongeons déjà, pour commencer, dans le résumé de cette œuvre. L'action nous renvoie à un contexte historique bien précis, entre le mois d'octobre 1558 et de novembre 1559, à la cour du roi Henri II, puis à celle de son successeur François II. Le texte débute avec une description de la cour et on nous présente très rapidement la jeune et belle Mademoiselle de Chartres. Sa mère la met en garde dès son plus jeune âge sur les dangers des sentiments amoureux, tout en lui dépeignant les bons côtés de l'amour pur. Un jour, elle rencontre le prince de Clèves qui tombe immédiatement fou amoureux d'elle. Il la demande en mariage, ce qu'elle accepte malgré l'absence totale de sentiments envers lui. Lors d'un bal organisé à la cour, elle rencontre le duc de Nemours, un bel homme dont le charme la séduit rapidement. La princesse est loyale, mais l'attraction envers le duc est forte, de plus en plus forte. Au fil du roman et du temps, la relation entre les deux se développe et la princesse se retrouve dans un dilemme entre cœur et raison. S'affronte son devoir envers son mari et ses sentiments pour le duc. Ce qui rend la tâche difficile, c'est que cet amour est réciproque et que sa raison est la seule chose qui les empêche d'être ensemble. Mais voilà que plus elle réprime ses sentiments, plus elle tombe amoureuse. Elle va s'éloigner physiquement du duc pour essayer de réduire sa passion, mais le conflit intérieur ne cesse de grandir. Son mari, ne comprenant pas pourquoi sa femme s'est retirée de la cour, va la questionner et la faire espionner. C'est ainsi qu'il découvre que l'homme pour lequel elle éprouve des sentiments est le duc de Nemours. Le prince ne sait pas qu'elle a renoncé à cet homme et il devient fou de jalousie, à tel point qu'il finit par mourir de chagrin. Chamboulée par la mort de son mari, la princesse décide de renoncer définitivement à son amour pour le duc de Nemours. Et, après l'avoir vu une dernière fois, se retire dans un couvent jusqu'à la fin de ses jours. Voilà donc pour le résumé de l'œuvre. De nos jours, ça paraît être une histoire classique d'amour impossible qu'on a déjà lu sous plein de formes. Mais il y a bien de l'innovation dans ce texte, tant dans le style que dans les thèmes abordés. Ce n'est pas pour rien que La princesse de Clèves a été un modèle pour Balzac, Raymond Radiguet ou encore Jean Cocteau. Commençons par parler des points formels. Bien que le texte soit grandement influencé par le roman baroque, on ne peut pas négliger l'importance de la dramaturgie et des principes du classicisme dans la création de ce roman. On a déjà pu parler des règles qui régissent le théâtre dans notre épisode sur Huis clos de Sartre ou dans celui sur On ne badine pas avec l'amour de Musset, mais pour faire simple, la règle stipule une unité de lieu, d'action et de temps. Une seule intrigue, en une journée, en un seul lieu. Bien que ce soit un peu différent, on voit que certains points sont à peu près respectés dans ce roman. Le plus marquant est l'action, puisqu'il s'agit d'un récit bref qui est centré autour d'une seule intrigue, celle de l'amour entre le duc et la princesse. On commence aussi avec une introduction à laquelle vient s'ajouter une complication, une action, une sorte de résolution et une conclusion. D'autres points, plutôt issus du classicisme, définissent le roman. Tout d'abord, la vraisemblance. Tout est crédible, que ce soit dans les événements historiques ou dans le développement psychologique des personnages. On y croit quand on lit ce livre. Les personnages ne nous paraissent pas faux ou mal écrits et on parvient à s'identifier à l'une ou l'autre émotion décrite. Une autre caractéristique est la retenue et le langage allusif employé par l'autrice. On ne va pas partir dans des longues envolées lyriques dans lesquelles l'amour est clamé à haute voix. Au contraire, il y aura plutôt des figures de style qui atténuent ces sentiments ou qui nous les font comprendre indirectement. L'exemple le plus connu est la litote dans la phrase suivante. Ce qu'avait dit Madame de Clèves de son portrait lui avait redonné la vie, en lui faisant connaître que c'était lui qu'elle ne haïssait pas. Dans cette phrase un peu alambiquée, c'est bien l'amour de la protagoniste envers le duc qui est décrit. Voilà donc déjà un premier point qui rend ce roman spécial. Il parvient à utiliser les caractéristiques de divers textes ou divers styles littéraires pour se construire et se rendre unique. On n'est pas choqué par la nouveauté de ce livre puisqu'on a déjà découvert tous ces éléments dans d'autres œuvres, mais on ne les avait jamais vus arrangés ainsi dans un même texte. C'est donc en partie grâce à cela que le roman est spécial et le style de Madame de Lafayette sera ensuite copié et utilisé comme modèle. Mais plongeons-nous maintenant dans l'étude des thèmes.
Quand on parle de cette œuvre, on ne peut pas ignorer ce qu'on appelle la préciosité. Et en effet, la relation entre la princesse et le duc représente une sorte d'idéal précieux. Ils sont tous les deux beaux, intelligents, savent bien se comporter en société, ils vivent un amour idéal sans jalousie. Le malheur de cet amour précieux vient en fait de facteurs externes, la société parfois, un mari jaloux très souvent. Cet idéal ne peut pas devenir réalité et c'est aussi cette impossibilité qui nous donne l'impression d'avoir affaire à quelque chose de pur et de trop beau pour être vrai. Ce thème, incarné par les personnages, l'est également par un style utilisé par l'autrice. On a pu voir que les hyperboles et les litotes étaient nombreuses, ce qui permet de marquer cette beauté et cette pureté presque excessive, trop parfaite. Et ça nous ramène au contexte, puisque dans les salons précieux que Madame de Lafayette fréquentait, on parlait souvent d'amour et on tentait de répondre à des questions impossibles. L'interrogation qui est mise à l'examen dans notre œuvre est la suivante. Une femme mariée doit-elle céder à son amant pour lequel elle éprouve un amour pur ? Pas si facile de répondre à cette question et plutôt que de rester dans la théorie, l'autrice a pu tester ici son hypothèse et c'est en restant vraisemblable que la solution semble la plus réaliste. Il y a bien sûr d'autres questions. Une femme doit-elle avouer à son mari qu'elle a un amant ? Et si elle veut éviter cet amant ? Doit-on préserver son mari de ses propres batailles entre cœur et raison ? Vous l'aurez compris, on pourrait en fait entièrement résumer le livre avec ces questions. On l'a vu, il y a de la préciosité dans ce texte, mais il y a aussi beaucoup de questions morales. Dans le résumé du livre, je vous ai expliqué que la mère de l'héroïne mettait sa fille en garde depuis son plus jeune âge contre les conséquences de l'amour. Elle est l'incarnation d'un type de morale. Elle lui dicte comment se conduire, ce qu'elle doit ou ne doit pas faire, elle la met même en garde contre la cour et ses intrigues. Mais pourquoi fait-elle cela ? Car en fait, elle a déjà l'expérience de la vie, et elle veut utiliser son savoir pour protéger sa fille. Même après la mort de sa mère, la princesse ne cesse de respecter ses règles, et c'est d'autant plus marqué dans le texte que les autres femmes qui succombent à la passion ne sont pas décrites avec des termes aussi élogieux que la protagoniste. En grandissant, la princesse est devenue un nouveau symbole de cette morale dite féminine. Et c'est le contraste entre cette morale d'une part et cet amour précieux d'autre part qui vient créer toute la tension du roman. L'idée de montrer un personnage féminin qui incarne la vertu, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qu'il est, c'est les épreuves que lui fait traverser Madame de Lafayette. L'adultère serait impossible pour l'héroïne puisque cela irait contre ses principes moraux, les principes du mariage et les principes religieux. Pour les us et coutumes de son époque, elle est exemplaire jusqu'à la mort de son mari. Mais que se passe-t-il après ? Alors qu'elle est veuve, plus rien ne l'empêcherait de se mettre avec le duc de Nemours. Il pourrait même paraître normal qu'elle puisse enfin vivre son amour comme elle l'espérait secrètement. Et pourtant, elle refuse. Elle pense qu'elle doit rester fidèle à son mari dans la mort, d'autant plus qu'elle s'en sent responsable. Rappelez-vous, c'est de jalousie et de chagrin que le prince est décédé. Il y a peut-être aussi un deuxième point à examiner dans ce refus de vivre son amour. À la fin du roman, la princesse avoue que le plus terrible pour elle serait de ne plus être aimée par le duc. Ici, c'est donc plus la morale ou la vertu qui soutiennent sa décision, mais plutôt son ego, son amour-propre. Imaginez si on changeait un peu la fin du roman. À la mort de son mari, elle décide de se mettre avec le duc, mais après quelques années, il se lasse d'elle. L'héroïne, toujours amoureuse, le verrait alors s'éloigner d'elle, voire peut-être même prendre une maîtresse. Voyez, on entrerait dans un tout autre roman, dans lequel les malheurs de la princesse seraient encore exacerbés. Vous vous dites peut-être que mon scénario est un peu tiré par les cheveux, mais je m'appuie sur le texte pour affirmer ça. À la fin du roman, alors que la princesse est isolée, on apprend que, jusqu'à sa mort, elle ne cesse d'aimer le duc. Lui, de son côté, finit par l'oublier. Ça sonne terrible dit comme ça, mais la vertu de la princesse, son refus de s'offrir au duc, l'a peut-être sauvée d'un autre malheur encore plus grand. Voici donc pour le survol des thèmes principaux. Je peux que vous conseiller de lire ce livre qui est encore tellement actuel, tant dans les émotions qui sont décrites que dans l'écriture même. Croyez-moi, vous aurez parfois l'impression qu'on parle de vous, de vos propres sentiments, ce qui nous montre à nouveau que même 350 ans plus tard, un texte peut toujours être d'actualité. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.